Baguette et baguette. Épisode 5. Antoine montait son entreprise à Hong Kong en tant que Français. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce 6e épisode de notre projet Baguette et Baguette, une série de 7 podcasts visant à faire découvrir Hong Kong au plus grand nombre et à promouvoir les opportunités que peut vous offrir cette ville si peu ordinaire. Aujourd'hui, pour ce 6e podcast, nous recevons Antoine. Antoine, bonjour. Bonjour, bonjour Pierre. Nous sommes très contents de te recevoir aujourd'hui. On va commencer par te laisser te présenter. Bien déjà mon âge, j'ai 38 ans, je dirige actuellement une entreprise de traiteurs à Hong Kong, d'une quinzaine de personnes. Je suis marié, j'ai un enfant d'un an et je suis arrivé à Hong Kong en 2017. Ça va faire peut-être 6 ans que je suis ici. Premièrement, on voulait juste savoir déjà qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver à Hong Kong. Juste avant d'arriver à Hong Kong, j'ai fait une reconversion professionnelle puisque j'ai effectué un CAP cuisine durant un an en alternance. Et avant ça, je travaillais pour un groupe, le groupe Bolloré, et j'étais spécialisé dans les projets industriels, je faisais la logistique de projets industriels. J'ai fait ça 3-4 ans. Voilà, c'est ce que je faisais juste avant. Et initialement, j'avais plutôt fait des études de finance à Dauphine et j'avais eu quelques expériences professionnelles dans divers secteurs. Et pour toi, quel a été le déclic pour quitter la France et te diriger vers Hong Kong? Et même pourquoi avoir choisi Hong Kong à cette époque-là? C'est vraiment tombé par hasard. En fait, j'avais des amis qui s'étaient déjà installés à Hong Kong, qui avaient créé des entreprises sur place liées au secteur du vin. Et donc, eux m'avaient parlé du dynamisme de cette ville. On l'avait vraiment bien décrite. Et de mon côté, je sortais de mon CAP cuisine et mon premier constat, ça avait été de me dire que même si j'adorais le métier, un vrai sujet, c'est que quand on a une vie sociale, tout d'un coup, faut dire non à beaucoup de moments entre amis. Parce que les horaires d'un cuisinier sont en total décalage avec ceux de gens plus classiques. Ouais, bien sûr. Et donc je m'étais dit, quitte à exercer le métier de cuisinier, le plus simple serait quand même de le faire ailleurs, comme ça il n'y aurait pas de frustration, je dirais pas non à des dîners, je dirais pas non à des soirées, autant de ne pas avoir d'amis et de partir le plus loin possible et me refaire des nouveaux amis qui correspondent à ma vie. Et en fait, l'autre gros point de Hong Kong, c'est qu'on peut obtenir des visas facilement. Le Working Holiday, c'est absolument génial et ça permet pendant un an de découvrir l'endroit. Ouais. Et voilà, en fait, des amis sur place, une culture aussi culinaire extrêmement intéressante liée à son statut géographique et l'envie de changer et de vivre dans un autre environnement. M'ont fait venir. Et donc ça remonte à quand cette décision de quitter la France pour Hong Kong? C'est remonté à peu près à 6 mois avant mon départ. Donc c'était durant le CAP. Et le CAP, c'était vers quelle période? C'était en 2016. 2016, d'accord. Donc vraiment avant, ouais. Bah, c'est exactement ce que j'allais demander. L'idée de partir à Hong Kong, t'es venu non pas avant le CAP, mais pendant le CAP, parce que tu découvrais le métier. Exactement, ouais. C'était en fait, la logique, c'est plus, j'en suis à ce moment-là de ma vie, j'ai besoin d'un changement, et en fait, parmi l'ensemble des villes à disposition, Hong Kong a émergé comme étant une bonne solution et un bon endroit où atterrir. Après, je connaissais déjà l'Asie parce que j'avais passé un an à Shanghai dans le cadre d'un stage, et donc je savais un peu à quoi m'attendre, et j'en avais déjà entendu du bien, donc c'était pas une totale surprise. Et avant de parler de ton entreprise, on avait une question, ça va faire 5-6 ans que tu es à Hong Kong. Qu'est-ce qui t'a fait rester à Hong Kong malgré les phénomènes récents et le fait que de nombreux Français ont eux quitté la ville? Je pense que c'est surtout le fait d'avoir une entreprise. Et donc, qui dit entreprise
des parties prenantes, comme d'une part des investisseurs, des salariés, mais aussi des clients, et qui font que on a envie de continuer, on a envie de rester là, on n'a pas envie d'abandonner. Ensuite, c'est aussi, on voit maintenant la crise du Covid comme quelque chose d'uni, comme un bloc unitaire, alors qu'en fait c'était une série de vagues, donc une série d'espoir, de retour à la normale. Et donc à chaque fois l'échéance c'était plutôt à 6 mois et on se disait on va tenir jusqu'à juin, et puis en fait pas de chance, juin ça déclinait à nouveau, il y avait une nouvelle vague et on tenait encore quelques mois et puis en fait ça allait mieux et puis une nouvelle vague. En fait ça n'a pas été linéaire. D'accord. Ce qui fait que à coup d'échéance de 6 mois je me suis retrouvé à rester 6 ans au point. On a à plusieurs reprises recommencé ton entreprise. Tu t'es toi-même présenté comme étant chef d'entreprise d'une entreprise de traiteur. Le traiteur, ça fait partie d'un secteur plus large qui s'appelle le food and beverage, le F&B. Est-ce que tu peux présenter rapidement le secteur à nos auditeurs et auditrices ? Alors dans le F&B, il y a le F et le B. Donc la partie F, c'est la food, donc tout ce qui a trait à la nourriture. Donc en fait, ça peut remonter très en amont au niveau des fournisseurs. D'accord. Donc toutes les entreprises, tout l'écosystème qui va être là pour fournir les différents restaurants, traiteurs. Après, il y a évidemment le cœur du sujet qui va être en fait les traiteurs, les restaurants. Voilà. Donc ça correspond aux première partie du F&B. Et après le B, donc en fait là pour le coup, ça va être tout ce qui va être fournisseur de boissons, alcoolisés ou non alcoolisés. Et puis après les bars et le fait de fournir aux restaurants et autres toutes les boissons, quoi. Ok. De l'étranger, Hong Kong est surtout connu pour être une place financière très importante. Est-ce que les autres secteurs d'activité profitent de cette place prédominante de Hong Kong comme place financière, notamment le F&B? Est-ce que le F&B profite de cette concentration d'activités, de capitaux à Hong Kong? Si oui, de quelle manière? Je pense que l'ensemble des secteurs profitent effectivement de cet apport de capitaux, dont le F&B. Je dirais que sur la partie F&B, ça a une partie un peu particulière qui va être celle plutôt du luxe, ou en tout cas du premium. À Hong Kong, il y a quand même parfois l'impression que c'est un peu le mass market du luxe en fait. Il y a énormément de millionnaires, beaucoup de milliardaires aussi, et donc notamment dans le secteur du vin ou dans les restaurants très luxueux, il va y avoir quand même une clientèle qui va être très présente, qui va être capable de dépenser énormément d'argent. Donc oui, ça a cet impact-là. D'accord. Et après, pour nous, à notre niveau en tant que traiteur, il y a quand même des institutions qui ont de l'argent pour satisfaire leurs employés. Et donc on en profite quand même si les tickets moyens sont beaucoup plus faibles et beaucoup plus raisonnables. Il va quand même avoir l'envie de satisfaire et de garder ses employés. Et nous, ça va passer par des événements d'entreprise, des services rendus au quotidien dans les bureaux. Et nous, c'est un vrai secteur pour nous. Et est-ce que monter cette entreprise était ton premier choix en arrivant à Hong Kong? Est-ce que c'est la première chose à laquelle tu as pensé en arrivant? Pas du tout. Initialement, je voulais passer 1 an pour cuisiner, justement. Je voulais faire de resto étoilé, si possible, pour parfaire ma formation de cuisinier. Et en fait, il y a eu une opportunité qui s'est présentée à moi de créer une entreprise. Et je me suis dit, en fait, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai peut-être pas jamais, mais en tout cas, je le ferai beaucoup plus tard. Et donc, je me suis lancé un peu sur cette idée, même si je ne trouvais pas forcément l'idée brillante. Et je ne trouvais pas que, si je connaissais absolument rien à la ville et pas grand-chose de métier finalement, l'idée c'était plutôt de dire, c'est en faisant qu'on va apprendre et qu'on va trouver des solutions et que peut-être qu'un marché s'ouvrira à nous. Et si ce n'est pas le cas, je n'aurais pas perdu beaucoup et j'aurais gagné une expérience. Et pour monter cette entreprise, est-ce que tu peux nous décrire un peu, grossièrement, parce que j'imagine que c'est un processus très complexe et très progressif, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu peut-être comment tu t'y es pris par exemple pour trouver des fonds, trouver des investisseurs, trouver un local, du matériel, comment est-ce que tu as réussi à en fait, te familiariser avec l'écosystème business de Apple? Ça a été vraiment au jour le jour. D'accord. Parce que je me suis lancé vraiment beaucoup trop vite. Donc je connaissais pas grand chose. Donc d'abord on m'a dit, j'ai un ami qui m'a dit va voir cette entreprise, elle va te conseiller sur comment comment créer ta société. Donc j'y suis allé. Après, c'est extrêmement compliqué de créer un compte en banque.
mais tu peux essayer chez HSBC. J'ai essayé, ça a fonctionné. Et ensuite, il m'a fallu initialement très peu de fonds pour monter l'entreprise parce que c'était en partenariat avec des bars à vin. Donc j'avais déjà en fait la structure pour cuisiner et pour commercialiser. Et en fait, ça m'a permis d'atteindre la deuxième partie, c'est-à-dire que j'ai commencé dans ces bars à vin, j'ai rencontré des premiers clients, j'ai eu mes premières livraisons, mes premières demandes pour les entreprises. Et en fait, de là, déjà, le constat est arrivé que je ne pourrais pas continuer sous ce format-là si je continuais à grandir de cette façon. D'accord. Et de ce constat naissait la nécessité de trouver de l'argent pour pouvoir avoir une cuisine, recruter des gens, répondre à une demande future. Et en fait, mes premiers investisseurs ont été tout simplement mes clients qui avaient ce qu'on faisait et qui m'ont cru un peu au projet et qui m'ont accompagné. Voilà, donc c'est comme ça que ça a débuté. Et puis après, en fait, l'écosystème hongkongais, de façon beaucoup plus large, si on doit élargir la réflexion, est vraiment différent de l'écosystème français. Dans le sens où en France, il y a quand même une idée politique en tout cas, de créer une entreprise, de valoriser les startups. Vous avez beaucoup de solutions pour aider à la création. Ouais. Donc vous allez avoir des fonds qui vont être disponibles, vous allez avoir des subventions publiques, vous allez avoir des locaux, du conseil. À Hong Kong, c'est un peu différent. En tout cas, moi, j'y ai pas eu accès. Ça a été plutôt comme on faisait comme on faisait pendant très très longtemps. C'est on trouve des clients qui vont mettre de l'argent. On va essayer de trouver les premiers clients. Puis petit à petit, on construit sur ce Il n'y a pas l'idée d'essayer de créer une licorne ou d'avoir tout de suite une vision start-up. C'est plus, on va essayer de monter sa petite PME et voir comment ça fonctionne, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est un concept un peu plus général. Il n'y a pas vraiment l'écosystème, je trouve, à la création start-up à Hong Kong, quoi. Et est-ce que c'est un handicap, selon toi, à la création d'entreprise à Hong Kong ou pas ? C'est un handicap, oui et non, parce qu'en fait, ça dépend du secteur que vous voulez toucher. Quand moi, en fait, les premières ventes, on les fait très rapidement. Ouais. Donc en fait, et a priori, si vous cuisinez pas bien, il y aura toujours des gens. Et là, ça rejoint un autre point, c'est que le côté ville, place financière fait qu'il y a quand même des profils de clients potentiels qui ont de l'argent à investir, qui sont prêts à prendre un peu de risques, qui cherchent aussi un peu l'excitation du F&B, parce que c'est un secteur qui plaît à l'investissement, je dirais, récréatif quasiment. D'accord. Et donc en fait, ça permet d'avoir quand même des fonds dans mon secteur un peu plus facilement que dans l'autre, quoi. Mais si vous voulez monter un Facebook ou autre, ça va être un peu plus compliqué, ou au début vous serez un peu moins accompagné. Peut-être moins dans les fintechs, où je pense que c'était un axe de politique publique pour ça. Parce que tu es cohérent avec leur statut de place financière. Effectivement. Voilà. Enfin, une dernière question par rapport à ton entreprise. Comment fait-on pour recruter du personnel, notamment dans la cuisine, j'imagine ? Il y a peut-être une barrière de la langue, il y a une barrière des cultures. Comment l'as-tu appréhendé ? Dans la restauration, c'est un sujet évidemment central, où est chef. Moi, j'avais la chance de pouvoir faire par moi-même. Donc, sur ce qui était quand même clé dans mon activité, je pouvais avoir une forme de maîtrise. Après, j'ai très vite voulu en sortir, justement pour pouvoir grossir et pour pouvoir prendre de la hauteur. Et donc, la façon dont je l'ai appréhendé, ça a été d'abord de recruter des petites mains, des gens qui exécutent, puis après, essayer de les former, les aider à se développer, et après, essayer d'aller chercher des profils un peu plus formés. Et là, ça a été plus compliqué. C'est une question de chance. Donc en fait, je pense que c'est aussi un peu le propre de l'entreprise. C'est sa capacité au bout d'un moment à retenir des profils et de les agréger au fur et à mesure. Et là, en l'occurrence, on est tombé un peu par chance sur un chef qui avait ce côté binational, cette capacité à comprendre à la fois la culture européenne et occidentale par le fait qu'il a grandi en Écosse et en même temps la culture cantonaise par ses origines. Et clairement, ça a été un coup de chance. Alors, un coup de chance, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on a vu beaucoup de chefs avant qui sont venus, et puis tout d'un coup, en fait, comme dans beaucoup d'entreprises, au bout d'un moment, vous trouvez la bonne personne, après en avoir essayé plusieurs, quoi. Donc voilà, donc en fait, je l'ai appréhendé comme un long processus, et en fait, comme le fait... Et en fait, ça rejoint aussi, d'ailleurs, beaucoup d'autres sujets. On négocie
quand on réfléchit en termes d'entreprise, c'est comment est-ce que vous faites pour retenir vos clients, comment est-ce que vous faites pour retenir les bons profils dans votre entreprise, comment est-ce que vous faites en fait pour parce que c'est dur à acquérir. Et donc comment est-ce que vous faites en fait pour faire en sorte que les gens restent, parce que c'est ça qui va constituer vraiment l'actif de l'entreprise. Et donc en fait, le process de recrutement, c'est passé par on va partir à la pêche, on va voir ce qu'on a, ça va fonctionner, ça va pas fonctionner. Au bout d'un moment, sur le nombre, on devrait quand même réussir à s'en sortir. Et c'est ce qui s'est passé avec David. Et après, on s'est posé sur lui pour recruter une équipe plus locale. D'accord. Multiculturelle. Okay. Alors, tu as notamment évoqué précédemment que tu as travaillé dans des bars à vin, que tu es arrivé ici en ayant des connaissances entrepreneurs à Hong Kong. Comment le fait d'être français t'a finalement aidé à construire un réseau à ton arrivée et au lancement de ton entreprise avec les fournisseurs ou les clients notamment? Déjà, le secteur du F&B à Hong Kong est quand même bien fourni aux Français. Tout simplement parce qu'on est très présent à la fois dans l'hôtellerie, à la fois dans le restaurant. Il y a beaucoup de chefs français, beaucoup de fournisseurs français. Donc ça crée un vrai écosystème à disposition. Et ensuite, il y a une communauté française de façon beaucoup plus large à travers d'autres métiers qui vont être le luxe et la finance. Et donc quand vous arrivez, vous êtes relativement jeune, vous avez 30 ans, je suis arrivé célibataire, en fait vous faites très rapidement un réseau d'amis, et ce qui est bien c'est que ça touche un peu à tous les secteurs. Ouais. Et ça c'est une bonne base pour derrière développer son entreprise. Donc ce qui s'est passé, c'était relativement simple, ça a été beaucoup d'amitié, beaucoup de sortir, rencontrer des gens. Ça c'est pour l'aspect créer un écosystème, mais qui derrière, étant donné qu'on a un métier où en fait assez rapidement on peut penser à nous pour un anniversaire, pour son entreprise. En fait le relationnel compte beaucoup. Ouais. Donc ça c'était la première partie. Puis après il y a la deuxième partie qui est la partie professionnelle où ça se fait assez naturellement. Et le fait de parler français rendait les rapports assez simples pour les achats, pour avoir des tuyaux pour des fournisseurs, pour des lieux, etc. Et du coup, est-ce que l'entreprise a-t-elle pâti lorsqu'il y a eu ces vagues de départ des Français, notamment à cause du Covid ou des manifestations? Je vais élargir en disant que l'entreprise, je pense, a dû évoluer, on doit évoluer parce qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui partent, donc c'est pas que les Français. Ils ont un mode de consommation, en tout cas en plus parce que c'est souvent des expatriés, donc c'est certains niveaux de vie, qui aura un certain niveau de formation. Donc c'est pas une population normale non plus. Il y a eu un gros exode occidental, et donc oui, il a fallu un peu se réinventer dans ses produits, faire des recherches un peu plus, faire des recettes un peu plus sinuisantes, et puis commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on s'intègre pleinement dans une culture chinoise tout en conservant notre côté occidental. Donc vraiment être un peu à cheval sur les deux, sachant que quand même, je trouve qu'Hong Kong est une ville à part dans la mesure où son héritage est celui du commerce international, d'être une place internationale. Donc c'est quand même un endroit très multiculturel, avec des livreurs pakistanais qui ont une forme de communauté en soi, des Népalais qui sont une autre forme de communauté, évidemment les Philippins, les Indonésiens, en fait. Il y a tout un ensemble de communautés qui travaillent ensemble. Et donc voilà. Donc pour répondre un peu plus rapidement à la question, l'entreprise a pâti dans une certaine mesure parce qu'il a fallu s'adapter et que peut-être qu'à un moment notre offre n'était pas parfaitement en adéquation. Mais je pense que ce départ nous a obligés aussi à trouver des solutions, à être beaucoup plus multiculturel et à se reposer sur finalement un actif qui sera un peu plus solide, un peu plus robuste. Mais penses-tu qu'on peut généraliser dans ce cas-là au secteur et estimer que les crises récentes et le départ des Occidentaux ont en quelque sorte rabattu les cartes concernant l'industrie du F&B? Totalement, ouais. Totalement, ouais. Parce que vous aviez quand même beaucoup de restaurants qui étaient dédiés à une offre occidentale et qui, je pense, souffrent actuellement du départ de ces Occidentaux et de leur mode de consommation. Je pense que vous allez avoir de plus en plus de clients d'origine de Chine continentale qui ont consommé de façon totalement différente et auxquels il va falloir s'adapter. Donc oui, je pense que les grands groupes de restaurants à Hong Kong souffrent quand même de cet exode en général. D'accord. Et enfin, est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, ton entreprise est toujours
autant, si ce n'est tourné vers la communauté française, ou penses-tu justement que l'entreprise a franchi ce palier? Moi je pense qu'on a totalement franchi le palier. On est toujours connecté à la communauté française, qui est une communauté en fait de cœur, et qu'on connaît parce qu'on y a des amis. C'est pas une communauté française. On a l'impression que on a l'impression qu'il y a une forme de frontière, qu'il y a une forme de bordure, que c'est un groupe vraiment distinct. Ça l'est pas. Je veux dire, on connaît des gens, on s'apprécie. Je trouve que bain-marie, ça se prononce beaucoup plus facilement en français qu'en anglais ou en chinois. Donc, oui, je pense qu'on traduit le côté français. Mais après, dans notre quotidien, en fait, les interactions avec les Français sont relativement faibles par rapport à l'ensemble de nos autres clients et de nos salariés aussi. D'accord. Et tu as notamment évoqué le fait que de nombreux Occidentaux commençaient à quitter Hong Kong. Quelles sont, selon toi, les perspectives d'évolution de la situation de Hong Kong vis-à-vis de ces départs? Je regrette que j'ai pas vraiment. Je trouve que c'est très difficile de faire un constat. Tout le monde a été un peu traumatisé par le fait d'être enfermé dans la ville. Ça a entraîné une vague de départ. Après, je trouve que c'est un endroit qui est extrêmement attractif pour sa qualité de vie, par sa localisation géographique, par sa capacité à renaître, par son brassage de population. Donc moi je pense qu'il y a un bel avenir pour Hong Kong, les gens vont revenir, probablement différemment, probablement d'autres types de profils. Mais ça va revenir. Et puis je pense aussi que c'est toujours une porte d'entrée vers la Chine, vers ce grand ensemble qui va être créé. Et donc il va y avoir des opportunités qui vont naître et donc les gens vont revenir, c'est sûr. Parce que ça fait vachement écho à ce qu'on disait avec Alain lors du 4e podcast. On vous invite d'ailleurs à aller l'écouter. Alain nous disait notamment que Hong Kong, selon lui, revivait, qu'il y avait une nouvelle vague d'arrivée, des nouvelles personnes, des nouvelles têtes, beaucoup plus que lors de ces dernières années. Le ressens-tu aussi à ton échelle ou même à l'échelle de l'entreprise? Par exemple, à son échelle, Alain, donc, qui est enseignant au LFI, en fait, nous disait que le LFI faisait face à une nouvelle hausse des inscriptions, et notamment des inscriptions de Français. Alors, je pense que Alain, lui, est vraiment un bon thermomètre en fait de l'arrivée des Français à Hong Kong. Parce que la plupart des gens inscrivent leurs enfants à ce moment-là. Moi, ça m'étonne pas plus que ça, parce que quand je voyais les gens qui étaient partis, ils avaient pris 1 ou 2 ans pour prendre une décision. Mais c'est pareil aussi pour revenir. C'est vrai, déscolariser des enfants, puis les rescolariser, ça prend toujours du temps. Et en plus, c'est assez, dans le temps, c'est assez segmenté. C'est-à-dire qu'en fait, les rentrées, ça se passe en septembre. Donc en fait, une fois que vous l'avez raté, en fait, il faut attendre le septembre de l'année d'après pour que ça se reproduise, quoi. Donc ça, c'est mon premier point. Après, le deuxième point, c'est ce que je le ressens, pas spécialement pour l'instant. On est peut-être un peu fermé, j'en sais rien, mais pour l'instant, j'ai juste eu des amis qui sont partis. Et puis, évidemment, il faut que je fasse des nouveaux. Ça va être le cas assez rapidement, je pense, mais je pense que je touche un peu moins le pouls de la ville et en tout cas de la communauté française que alors. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir interrogé. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Baguette et Baguette et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine afin d'écouter notre épilogue qui servira de conclusion à cette série de podcasts. Bonne semaine à toutes et à tous. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine.